On va rentrer dans le vif du sujet avec le premier cours sur la représentation fréquentielle des signaux. Donc on va voir un autre mode de représentation des signaux. Donc on a vu qu'un signal, c'est une grandeur physique, une pression, une température, une tension, qui varie en fonction du temps ou en fonction des coordonnées de l'espace pour une image. Et pour certains signaux, comme les électrocardiogrammes, la description du signal comme grandeur physique variant dans le temps est suffisante pour extraire l'information. Donc là, on a un électrocardiogramme. On obtient ça en branchant une électrode de part et d'autre du cœur. Et ça nous donne un signal électrique, une tension, V de T, en fonction du temps. Et là, donc, on peut directement analyser le signal temporel selon le modèle suivant. Donc on a d'abord une petite, donc là c'est schématisé ici, on a d'abord une petite bosse qui s'appelle l'onde P, qui correspond à la contraction de l'oreillette. Puis l'intervalle, donc ce qu'on appelle le complexe QRS, le pic là, qui correspond à la contraction des ventricules. Et ensuite la petite bosse ici, qui s'appelle l'onde T, qui correspond à la repolarisation des ventricules, c'est-à-dire la dilatation des ventricules. Et puis ensuite, quand c'est à 0, là, on a une dilatation des oreillettes. Donc, simplement en observant le signal temporel, l'électrocardiogramme, on est capable de l'analyser, de voir à quel mouvement du cœur correspond quelle partie du signal. Donc là, je vous rappelle, l'objectif du traitement des signaux, c'est d'extraire une information dans un signal physique. Là, l'information est pratiquement directement accessible. Et un expert, en analysant ce genre de signal, est capable de détecter des dysfonctionnements du rythme cardiaque. Évidemment, ces méthodes peuvent être automatisées pour détecter des arythmies, par exemple, toutes sortes de dysfonctionnements. Alors, pour d'autres signaux, l'observation du signal temporel ne nous donne pas l'information de manière aussi claire. Donc, sur les deux figures du haut, ici et là, vous avez deux représentations temporelles du phonème I. Donc, on a une pression qui varie en fonction du temps à chaque fois. Et comme vous le voyez, ces deux signaux temporels sont différents. Et pourtant, d'un point de vue perceptif, les deux I qui sont prononcés là sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que du point de vue de notre récepteur d'information qui est l'oreille, l'information portée par ces deux signaux est la même. Et pourtant, ces deux signaux sont différents. Donc vous voyez qu'ici, la représentation temporelle n'est pas adaptée, puisqu'elle ne donne pas une représentation unique et univoque d'une même information. C'est pour ça qu'on va chercher à un deuxième mode de représentation, qui est la représentation fréquentielle. Donc on va d'abord voir ça pour les signaux périodiques. Alors comme vous pouvez l'observer, c'est le I, que ce soit sous la première forme ou la deuxième, c'est un signal périodique. Et
vous savez peut-être que quand un signal est périodique, on peut le décomposer en série de Fourier, c'est-à-dire en une somme de sinusoïdes. Donc on va considérer un signal S de t, T0 périodique, c'est-à-dire périodique de période T0, et on va appeler nu0 l'inverse de T0, ce sera la fréquence fondamentale de ce signal. Donc cette lettre, c'est ce qu'on appelle un nu. Ça se représente comme ça. Okay, apprenez à bien la dessiner. Comme un V, mais un peu plus tordu vers l'arrière. Donc, le signal, on considère un signal S de t, T0 périodique, et l'inverse de T0, on le note nu0, c'est ce qu'on appelle la fréquence fondamentale. Et bien dans ce cas-là, on peut représenter S de t sous la forme suivante, comme une constante, S0, plus une somme de sinusoïdes pondérées. Donc plus la somme pour n supérieur à 0 des Sn sinus de pi n nu0 t plus phi n. D'accord? Alors, là-dedans, chaque terme de la somme, c'est ce qu'on appelle un harmonique, ou une harmonique, on peut dire les deux. Sn, donc c'est un réel, qu'on appelle l'amplitude de l'harmonique. Ça, c'est l'amplitude du nème harmonique. Oui. C'est un... Si vous l'entendez, c'est un bip. Ah non, c'est potentiellement infini. C'est un tut comme ça. Par exemple, sur les claviers téléphoniques, en général, vous avez, à chaque fois que vous appuyez sur une touche, ça fait deux harmoniques en même temps. D'accord? Donc une harmonique, si on est dans le domaine sonore, un harmonique, c'est juste un son tonal. Alors, donc, dans le sinus, là, n nu0, ça correspond, c'est une fréquence. D'accord? Donc ça, c'est la fréquence du nème harmonique. Et ça, c'est la phase. La phase du nème harmonique. Donc retenez bien ces mots. Harmonique, amplitude du nème harmonique, fréquence de l'harmonique et phase de l'harmonique. Et donc quand on a un signal périodique, on peut le définir soit par le signal en fonction du temps, soit par la donnée de ces éléments, c'est-à-dire S de t est entièrement définie par l'ensemble des Sn avec n supérieur ou égal à 0
l'ensemble des phi n, avec n supérieur à 0, et puis nu 0, bien sûr. Voilà. D'accord? C'est-à-dire que pour définir un signal périodique, vous pouvez le définir soit à partir de sa représentation temporelle, fonction du temps, soit à partir d'un ensemble discret d'éléments, une fréquence fondamentale, des amplitudes d'harmonique et des phases d'harmonique. Attention, la somme ici, c'est une somme potentiellement infinie. D'accord? C'est pour des entiers n supérieurs à 0, donc ça va de 1 jusqu'à plus l'infini éventuellement. Alors ça nous donne la représentation spectrale suivante. Donc, quand on va représenter le signal périodique, on va le représenter avec deux figures. D'une part, ce qu'on appelle le spectre d'amplitude, ce sont des raies positionnées aux fréquences des harmoniques, c'est-à-dire nu0, 2 nu0, 3 nu0, etc., et qui ont pour amplitude les amplitudes des harmoniques. Donc S0, S1, S2, etc. Puis à droite, on a ce qu'on appelle le spectre de phase, où on va avoir la valeur des phases en fonction de la fréquence des harmoniques. D'accord? Donc le spectre, ce sont deux figures. D'une part, le spectre d'amplitude, amplitude des harmoniques en fonction de la fréquence. D'autre part, spectre de phase, les phases des harmoniques en fonction de la fréquence. D'accord? C'est juste une représentation. Alors, je reviens au... C'est bon? Spectre d'amplitude, spectre de phase. Des questions? Alors, je reviens à mon i. Donc, comme on a dit, un même i peut se traduire différemment, de diverses manières, du point de vue du signal temporel. Maintenant, si je représente le spectre d'amplitude, là c'est ici c'est le spectre d'amplitude, c'est-à-dire les amplitudes des harmoniques en fonction de la fréquence. Eh bien, on se rend compte que les deux i ont le même spectre d'amplitude. Les spectres de phase sont différents, mais les spectres d'amplitude sont les mêmes. Et donc vous voyez que dans ce cas particulier d'une voyelle, eh bien, le spectre d'amplitude permet de caractériser de manière unique et univoque l'information véhiculée par le signal. En particulier, donc là, je dessine en pointillé l'enveloppe des raies. Donc les positions des maxima de l'enveloppe sont caractéristiques de la voyelle. D'accord? Donc vous avez un maximum ici, un maximum ici, un là, un là. Donc les maxima de l'enveloppe caractérisent la voyelle. Et
ce spectre d'amplitude porte une deuxième information, qui est l'écart entre deux raies successives. Donc l'écart entre deux raies, donc ici c'est nu0, d'accord, puisque les raies sont, on a une raie tous les n nu0 avec n entier. Donc l'écart entre deux raies, eh bien, ça correspond à la hauteur de la voie. C'est-à-dire que la hauteur d'une voie est caractérisée par la fréquence fondamentale, c'est-à-dire l'espacement entre les raies du spectre d'amplitude. Plus la voie est grave, plus les raies sont rapprochées, plus la voie est aiguë, plus les raies sont écartées. Donc, typiquement, pour un homme, on a nu0 entre 50 et 200 Hz. Et puis pour une femme, on a nu0 entre, on va dire, 150 et 300 Hz. Puis pour les enfants, ça peut monter jusqu'à 400 à peu près. D'accord? Donc, vous voyez que sur la représentation, donc vous voyez bien l'intérêt de la représentation fréquentielle. Sur cette représentation fréquentielle, en particulier sur le spectre d'amplitude, eh bien, on peut voir les informations de manière beaucoup plus directe que sur la représentation temporelle. À côté, vous avez un autre phonème, le spectre d'amplitude d'un A. Donc, vous voyez ici, vous aurez une enveloppe avec des maxima différents. Et par contre, là, l'espacement entre les raies est le même, c'est-à-dire que la hauteur de la voix qui a prononcé ce A est la même que celle de la voix qui a prononcé ce I. Alors sur les signaux musicaux, on a la même chose. Donc, une note de musique est caractérisée, entre autres, par deux choses. Le timbre de l'instrument et la hauteur de la note. Donc, quand vous avez une note, on va faire le spectre d'amplitude d'une note. En général, vous avez quelque chose comme ça. Donc, l'écart entre deux raies, ça correspond à la hauteur de la note. Par exemple, pour un La, vous avez le La international, vous avez 440 Hz. Et l'enveloppe de ce spectre d'amplitude, ça correspond au timbre de l'instrument. Donc, si vous jouez la même note avec un piano ou un violon, ben, vous aurez les mêmes raies, espacées de la même manière, mais ce qui changera entre les deux instruments, ce sera la forme de l'enveloppe spectrale. Le timbre, c'est très dur à définir. Ça correspond à la couleur de l'instrument. Un timbre, on le caractérise par les adjectifs mat, brillant, chaleureux, froid, des choses comme ça. C'est tout ce qui n'est ni la hauteur, ni l'intensité. Et puis pour une note de musique, vous avez d'autres paramètres, comme tous les paramètres temporels, du type l'attaque, la durée, et ainsi de suite. Voilà, donc vous voyez l'intérêt d'avoir une deuxième représentation. Donc, comme je vous avais dit dans le premier cours,
l'objectif, c'est d'extraire l'information d'un signal. Et il se trouve que cette information n'est pas toujours directement accessible dans la forme temporelle du signal. Donc on est obligé de changer d'espace de représentation pour voir cette information de manière plus nette. Alors la série de Fourier qu'on va utiliser, en fait, ce n'est pas celle-là, c'est une autre qu'on appelle la série de Fourier généralisée. Série de Fourier généralisée. Alors c'est tout simple. En fait, quand vous avez un sinus alpha, vous pouvez l'exprimer avec des exponentielles complexes. Donc, sinus alpha, c'est EJ alpha moins E moins J alpha sur 2J. Alors, juste un détail de notation. Ce que moi j'appelle J, ça correspond au I en maths. D'accord? C'est-à-dire la racine de moins 1. Donc, si on peut transformer n'importe quel sinus en somme d'exponentielles, eh bien, les transformés de Fourier qu'on a définis tout à l'heure se ramènent à des sommes d'exponentielles. Donc, on va avoir S de t qui s'exprime sous la forme somme pour n appartenant à z des Cn exponentielle j de pi n nu 0 t. D'accord? C'est-à-dire j'ai pris la somme précédente, j'ai transformé chaque sinus en somme d'exponentielle et j'obtiens ça. Donc là, j'ai toujours la fréquence. Alors vous remarquez que dans cette somme, n appartient à z, l'ensemble des entiers relatifs. C'est-à-dire qu'on va avoir des fréquences négatives. Alors, ces fréquences négatives n'ont aucun sens physiquement. Ce sont juste des abstractions mathématiques. Alors on peut montrer que on peut montrer l'expression de Cn. On ne va pas le démontrer, mais ça se fait assez facilement. On peut montrer que Cn est égal à 1 sur T0 fois l'intégrale de moins T0 sur 2 jusqu'à T0 sur 2 des S de t exponentielle moins j de pi n nu 0 t dt. D'accord? Bon, c'est pas très important de retenir ça. C'est juste pour vous montrer qu'on a une formule pour calculer, pour trouver les coefficients Cn à partir de S de t. L'essentiel, c'est de savoir qu'un signal périodique S de t s'exprime comme une somme d'exponentielles complexes pondérées par des coefficients Cn. Donc si Cn s'exprime comme ça, les coefficients Cn appartiennent à quel ensemble? À l'ensemble des nombres complexes. D'accord? Si on prend une fonction complexe du temps qu'on intègre, à la sortie, on a de fortes chances d'avoir un nombre complexe. Donc Cn, chaque coefficient Cn appartient au complexe. Donc tout à l'heure, on avait dit qu'avec la série de Fourier, n'importe quel signal périodique était représentable par la donnée de nu0 des Sn et des phi n. Là, S de t est défini uniquement par nu0 et les coefficients Cn. Donc S de t est entièrement défini par la donnée de deux choses. D'une part nu0 et d'autre part la suite des Cn
avec n appartenant à z. Donc c'est une représentation beaucoup plus compacte. Oui. C'est juste, ça n'a pas d'existence physique. C'est juste une abstraction qui permet de. On a inventé ça juste pour faciliter les manipulations mathématiques par la suite. Mais physiquement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que une fréquence négative, en fait, elle correspond physiquement à son opposé. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc un petit rappel sur les nombres complexes, puisque quelquefois les gens ont des lacunes là-dessus. Donc je représente l'ensemble des nombres complexes. On peut les représenter par un plan, avec un axe, sur un axe c'est la partie réelle, et sur l'autre axe c'est la partie imaginaire. Donc si j'ai un nombre complexe Cn ici, on peut le définir d'une part par sa partie réelle et sa partie imaginaire, et d'autre part par son module et son argument. Donc là, j'ai le module de Cn. C'est la distance entre Cn et l'origine. Et l'angle ici, alpha, c'est l'argument de Cn. D'accord, vous vous souvenez de ça? Alors, à partir de cette nouvelle représentation en série de Fourier généralisée, eh bien, on va avoir une nouvelle représentation graphique du spectre, qui est celle-ci. Donc, on va avoir à gauche un spectre d'amplitude, à droite un spectre de phase. Le spectre d'amplitude, ce sont les modules de Cn en fonction de la fréquence. Bon, pour chaque fréquence n nu 0, eh bien, on a le module, on a une raie d'amplitude, le module de Cn. Et à droite, on a les arguments des Cn en fonction de la fréquence n nu 0. Donc on va définir de manière générale le spectre de S de t. Donc le spectre du signal S de t. On va le définir comme une fonction complexe, enfin une fonction complexe de la fréquence qu'on va appeler grand S de nu. Et ce spectre, ce sera une somme de raies. Donc, somme pour n appartenant à z, des raies pondérées par les Cn. Donc ça veut dire quoi ça? Delta indice n0 de nu, c'est tout simplement une raie localisée à la fréquence n0. Donc le spectre de S de t, c'est une fonction de la fréquence qui est une somme de raies localisées aux fréquences n nu 0, pondérées chacune par un coefficient Cn. Voilà comment on représente les choses. Donc sur les figures, à gauche, vous avez le module de S de nu. Donc ça, c'est le spectre d'amplitude.
Et à droite, vous avez l'argument de S de nu. C'est le spectre de phase. Oui. Delta. Donc delta, ça représente une raie. Delta indicé par n nu 0, ça représente une raie localisée à la fréquence n nu 0. C'est-à-dire qu'on a une raie localisée en nu 0, une autre en 2 nu 0, une autre en 3 nu 0, et ainsi de suite. Et chaque raie est pondérée par, chaque raie à une fréquence n nu 0 est pondérée par le coefficient Cn correspondant.